Salut à tous! La semaine dernière, on a beaucoup parlé de range, et je vous ai dit sans trop développer qu'elle pouvait varier en fonction de la position qu'on a autour de la table. Est-ce qu'on a nous-mêmes payé une blinde, est-ce qu'on est proche des joueurs qui sont dans les blindes, ou est-ce qu'on en est très éloigné, etc., etc. Alors bien sûr, quand on a payé une petite blinde ou une grosse blinde, la somme qu'on a à rajouter pour rentrer dans un coup est moins importante. Donc forcément, on va avoir envie de jouer plus de mains. Mais quand on est dans les autres positions, est-ce que finalement on a une telle différence et si oui pourquoi? Eh bien c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Poker en 10 minutes. On est parti? Ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de position est suffisamment important dans le poker pour qu'on ait donné un nom à chacune d'entre elles. Dans mes premières vidéos, effectivement, j'ai parlé de premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, etc. pour pas forcément vous noyer sous les informations, mais on a des noms dans le poker qui sont plus précis que ça pour désigner la position de chaque joueur par rapport au bouton et par rapport aux blindes. Si on regarde le solver, c'est ces noms ici, ou au moins les abréviations, qui sont reprises à la fois dans le bandeau supérieur, mais aussi à la table. Je vais donc vous donner quelques-unes des plus courantes. Pour commencer, on a le joueur qui est placé en tant que distributeur, on parle aussi de bouton, ça c'est un terme que j'ai déjà utilisé dans mes vidéos. Ensuite, on a les joueurs qui se trouvent dans les blindes. La petite blinde est désignée comme étant SB pour Small Blind en anglais, et la grosse blinde est désignée comme étant BB pour Big Blind en anglais. On a ensuite le joueur qui est le premier à jouer avant le flop, qui se trouve à gauche des blindes, qui est aussi appelé UTG pour Under the Gun. Et si on repart dans l'autre sens et que cette fois-ci on part du bouton, vers la droite on a un joueur qui est appelé le Cut-Off, encore à sa droite on a un joueur qui est appelé le Hijack, et encore à sa droite on a un joueur qui est appelé le Low Jack. Alors si on leur a tous donné un nom, c'est pas forcément pour faire joli, ce serait pas notre genre dans le poker tiens, mais c'est surtout pour repérer assez facilement qui joue avant qui, ce qui peut avoir des impacts avant le flop comme après le flop. Commençons par avant le flop. Si vous avez une paire de rois en main dans la position du hijack, la seule main qui doit vous faire peur chez vos adversaires, c'est la paire d'as en main puisque c'est la seule main qui serait favorite contre la vôtre pour remporter le coup. Il se trouve que quand vous avez une paire de rois en main, la probabilité pour un autre joueur d'avoir en main une paire d'as est de 0,49%. Donc si, comme dans ce cas-là, vous avez tous les joueurs avant vous qui se sont couchés, il reste donc 4 joueurs à parler après vous, 0,49% x 4, ça fait 1,96% de chance que vous soyez dans une confrontation qui vous est défavorable. Prenez cette même paire de rois, mais cette fois-ci en petite blinde. Il n'y a donc plus qu'un seul adversaire qui doit jouer après nous, la probabilité qu'on affronte une paire d'as tombe donc à 0,49%. Alors vous me direz, la paire de rois de toute façon c'est beaucoup trop fort, et je vais la jouer quoi qu'il en soit. C'est vrai, mais maintenant regardons un petit peu ce qui se passe quand on prend une main beaucoup plus moyenne. Prenons maintenant l'exemple de la main As-5 offsuit. Je vous la montre dans le tableau, elle se trouve ici. Si on se trouve dans la position du hijack et que personne n'a relancé avant nous, le solver va nous recommander de nous coucher avec cette main. Alors que si on se trouve au bouton, vous voyez que la main est passée en rouge et ici, le solver nous recommande de la relancer. De manière plus générale, quand on se trouve au hijack, le solver va nous recommander de ne relancer que 27,9% des mains, alors que au bouton, il va nous recommander de relancer 55,9% des mains, soit le double. Alors pourquoi est-ce qu'on a une telle différence ? La première raison, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué avec la paire de rois, c'est que quand on est au bouton, il ne reste que 2 joueurs à parler après nous. Donc forcément, s'il n'y a que 2 joueurs qui restent à jouer, ça réduit grandement les chances qu'un des joueurs restants ait une main extrêmement forte. La deuxième raison, c'est que le bouton, c'est une position qui est un petit peu particulière, parce qu'à partir du flop, quels que soient les joueurs qui vont rentrer dans le coup, ça va être lui qui sera le dernier à jouer. Et être le dernier à s'exprimer à partir du flop, c'est un énorme avantage qu'on va appeler avoir la position. Pour vous donner une idée de pourquoi c'est un énorme avantage, il faut bien se rendre compte que le joueur qui joue en dernier, il va pouvoir jouer en réaction à toutes les actions qui sont faites par les autres joueurs. C'est-à-dire qu'il aura déjà toute l'information de ce que veulent faire les autres joueurs sur la nouvelle carte qui vient de sortir, alors que lui ne se sera pas encore exprimé. Il pourra donc adapter son jeu en fonction de ce que les autres joueurs auront déjà donné comme information, un luxe que les autres joueurs n'auront justement pas. Comme le joueur qui a la position a donc plus d'informations que les autres, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place pour contrer cet avantage, et la plus courante d'entre elles, ça va être de checker systématiquement quand on est le premier à jouer, quelle que soit notre main et quelle que soit sa force. Effectivement, si mon adversaire check à la fois avec ses mains très fortes mais aussi avec les mains qui n'ont rien touché du tout, je ne peux rien en déduire et je ne peux donc pas jouer en fonction de ça. Mais comme vous allez le voir avec les exemples en jeu, c'est pas une stratégie qui résout tous les problèmes de la position pour autant. Premier exemple ici, je décide de relancer As-Valet offsuit depuis la position UTG. Tous les joueurs à ma gauche décident de se coucher, jusqu'au joueur en grosse blinde qui va compléter.
Ici, je suis en position UTG contre le joueur qui est en grosse blinde. Le bouton se trouve en face de moi et le joueur qui est en grosse blinde en est donc plus proche. C'est donc lui qui va jouer en premier et c'est moi qui ai la position dans ce coup. Le flop vient Roi 9-8 avec 2 trèfles. Ici, le joueur qui est en grosse blinde va décider de checker avec l'intégralité de ses mains pour ne pas me montrer la force de sa main. Et je vais moi-même décider de miser puisqu'il y a dans ma range plus de mains qui contiennent un roi que dans la sienne. Je vous renvoie à l'épisode sur les ranges si jamais vous ne l'avez pas vu. Le joueur qui est en grosse blinde décide ici de payer, on va donc voir une turn. La turn est un 8 de trèfle et le joueur qui est en grosse blinde va décider de checker à nouveau. Ici, je n'ai pas trop d'informations sur la force de la main du joueur qui se trouve en grosse blinde, mais il y a de bonnes chances qu'il ait une main qui soit meilleure que la mienne. Effectivement, quand il a payé ma mise, il peut tout simplement avoir un roi, un 8 ou un 9, auquel cas il a toujours une meilleure main que moi. Il était également possible qu'il ait 2 trèfles, et dans ce cas-là, il a déjà touché une couleur. Je vois donc assez peu d'intérêt de continuer à miser et de m'empaler dans ses mains les plus fortes, je vais donc checker à mon tour et voir gratuitement la river. La river est excellente pour moi puisqu'elle me donne un 4ème trèfle et donc une couleur hauteur as, c'est-à-dire la couleur la plus forte. Ici mon adversaire va être assez embêté par le fait qu'il n'a pas la position. En effet, il a assez peu d'informations concernant la force de ma main et voudrait peut-être obtenir de la value avec une main qui contient un 8 pour breland 8 de son côté, ou même avec une main qui contient la dame, le valet ou le 10 de trèfle, qui sont quand même des couleurs assez fortes. Il est donc complètement à l'aveugle par rapport à la force de ma main, étant donné qu'il est le premier à jouer sur cette river. Mon adversaire va donc tenter une mise en ayant un manque assez crucial d'informations, et manque de chance pour lui, j'ai l'as de trèfle en main, je vais donc facilement pouvoir relancer, étant donné que j'ai une main très forte. Ici on n'aura pas l'information sur ce qu'avait mon adversaire puisqu'il décide de se coucher. Le deuxième exemple commence cette fois-ci avec la relance du joueur qui se trouve au cut-off. Je vais payer depuis le bouton avec 9 et 10 offsuit, et le joueur qui est en grosse blinde va également s'inviter dans le coup. Sur le flop As 10 Roi avec 2 trèfles, le joueur qui est en grosse blinde va, encore une fois, décider de checker avec l'intégralité de ses mains. Même si j'ai la position sur lui, le joueur qui est au cut-off va lui décider de miser tout de suite. Dans sa range, il a probablement plus de mains qui contiennent des As et des Rois que moi. Mais je possède un 10 en main, je possède également un trèfle, ma main est trop forte pour pouvoir se coucher dès le flop, je vais donc payer sa mise et attendre de voir la suite. Le joueur qui est en grosse blinde va décider de se coucher, et nous sommes donc à 2, avec moi, qui est la position sur mon adversaire. La turn est un 9 de carreau qui va me donner 2 paires. Mon adversaire va continuer à miser, et à miser assez cher sur cette turn. Ici, je pourrais déjà décider de relancer pour essayer d'extraire de la value de toutes ces mains qui contiennent un as ou de toutes ces mains qui contiennent un roi, mais je me dis qu'il est très possible que mon adversaire ait également 2 paires et qu'elles soient supérieures aux miennes, ou alors que mon adversaire ait une quinte dès le flop avec la main dame-valet. Je vais donc décider de simplement payer. La river est extrêmement intéressante puisqu'il s'agit d'un as de trèfle. Cet as de trèfle, il crée donc une couleur pour tous les joueurs qui auraient 2 trèfles en main. Il peut aussi permettre d'avoir des brelans, voire même des foules si jamais on avait une main comme As-Roi, As-10 ou As-9. Ici, mon adversaire n'a pas trop d'informations sur la force de ma main, je me suis contenté de payer. Il est totalement possible que j'ai une main qui contienne un As, il est totalement possible que j'ai une main qui attendait une couleur. C'est une river qui peut potentiellement lui faire peur, même avec les mains les plus fortes qu'il ait. Il va donc décider de checker, et il se trouve que cette river était assez catastrophique pour ma main, puisque ma double paire 10 et 9 se transforme maintenant en double paire As-10. N'importe quelle main chez mon adversaire qui contiendrait un simple roi me passe désormais devant. Je n'ai donc aucun intérêt à tenter une mise parce que ma main est devenue plutôt faible, et cependant ma main est encore trop forte pour tenter un bluff, je vais donc simplement pouvoir checker moi aussi et vérifier si mon adversaire me bluffait ou non avec une paire de 10. Ici, mon adversaire va révéler Dame-Valet offsuit pour une quinte qu'il avait obtenue dès le flop, As, Roi, Dame, Valet, 10. Mais on voit bien qu'ici, c'est grâce à la position que j'ai perdu le minimum de jetons. Si vous inversez les positions entre mon adversaire et moi-même, j'aurais certainement été tenté de miser beaucoup plus avec ma double paire à la turn, et je n'aurais eu aucune information à la river qui m'aurait permis de m'échapper de cette situation dans laquelle j'avais une main moyenne contre une main très forte. Le fait d'avoir la position contre un joueur adverse, c'est aussi une force qui vous permet de checker à votre tour si l'adversaire a checké et de faire progresser le pot tout en ayant misé 0. C'est finalement une forme de prudence que ne peut pas forcément se permettre l'adversaire qui n'a pas la position, et qui peut l'empêcher lui de value ses mains les plus fortes. Voilà pour cet épisode sur la position, j'espère qu'il vous aura plu.
J'ai parlé un petit peu du fait de checker systématiquement quand on est hors de position, et j'ai dit que c'était une règle générale, donc comme pour toute règle évidemment il y a des exceptions, j'y reviendrai certainement dans un prochain épisode, mais bien sûr, il n'y a rien qui vous oblige à checker quand vous êtes premier de parole et hors de position, vous pouvez faire une mise tout de suite et ça va souvent déstabiliser les adversaires. En tout cas, si l'épisode vous a plu, je vous encourage à laisser un like, à partager la vidéo, ça fait énormément de bien au lancement de la chaîne. Je vais d'ailleurs commencer cette semaine ou la semaine prochaine à alimenter les autres réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram et le TikTok, avec des formats plus courts dans lesquels on va juste détailler une main sans forcément rentrer dans le détail de tous les concepts qui la composent, mais pour montrer un exemple ou un autre que j'ai vraiment envie de vous montrer. Donc n'hésitez pas à également suivre l'Insta, le Facebook, le TikTok si vous ne l'avez pas déjà fait. Les liens sont dans la description. Et puis pour ce qui est de YouTube, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du Poker en 10 minutes. Salut à tous!